monsieur, bonsoir, bienvenue dans Question Éco. Au menu ce soir, immobilier et budget de l'État. Quelques semaines après la présentation des professionnels de l'immobilier de leurs recommandations pour une relance, voire pour certains sauvetages du secteur de l'immobilier, le projet de loi de finances 2021 est tombé, avec à la clé 42 mesures incitatives pour ce secteur lourdement affecté par la crise Covid-19. Mais voilà, ce ne serait pas assez, selon nombre de promoteurs immobiliers. Le PLF 2021, sujet de débat houleux d'ailleurs en ce moment même au Parlement, ne répond pas à leurs revendications. Avec nous pour en parler, le vice-président de l'Alliance des économistes istiqlaliens, Amin Nejaj. En seconde partie de votre émission, nous disséquerons le budget de l'État dans le cadre toujours de ce PLF 2021 et nous analyserons l'exécution de l'exercice passé en compagnie du professeur Mohamed Bousta, professeur des universités, consultant international et ancien doyen de la faculté de droit et d'économie de Kenitra. Bienvenue à tous. Le secteur de l'immobilier est en convalescence d'après les professionnels. Les chiffres commencent à passer au vert, mais plusieurs recommandations d'après la Fédération nationale des promoteurs immobiliers doivent être appliquées pour une relance en bonne et due forme du secteur de l'immobilier. C'est un papier signé à la Benani. La plateforme en ligne de l'immobilier marocain Moubawab vient de publier ses chiffres du secteur. Si l'offre du marché immobilier a reculé au troisième trimestre en se repliant de 17% sur le neuf et l'ancien, la demande, quant à elle, surprend avec une hausse de 12% sur le neuf et l'ancien. Les prix, eux, ont baissé de 2,3% pour atteindre un niveau moyen de 9 700 dirhams le mètre carré. Après une baisse drastique de l'offre depuis le début de la crise sanitaire et le rattrapage du mois de mai, la tendance retrouve un cours plutôt normal. Le mois d'août a connu une augmentation trimestrielle de 81% de l'offre de logement, d'après Moubawab. En termes d'évolution annuelle, la demande est à 27% au-dessus du niveau de l'année précédente à la même période, un potentiel de croissance très positif en perspective selon Moubawab. Pour relancer ce secteur qui contribue de près de 7% au PIB national, la Fédération nationale des promoteurs immobiliers propose de s'attaquer à plusieurs chantiers, principalement la mise à jour et la refonte de certains textes de loi relatifs au métier, l'assouplissement de certaines procédures administratives liées à la construction et autorisation d'exploitation et faciliter l'accès au financement. L'immobilier connaît ainsi un large plan de relance économique puisqu'il génère plus de 107 milliards de dirhams de valeur ajoutée et crée plus d'1 million d'emplois cumulés. Et justement, pour avoir les propositions de plan de relance pour l'immobilier de la part de l'Alliance des économistes istiqlaliens, avec nous son vice-président depuis Casablanca. Bonsoir Amin Nejaj. Bonsoir. Alors, vous venez de le suivre avec nous, donc cette enquête des résultats donc, de cette enquête, qu'est-ce que vous en dites? Quelle est votre réaction par rapport aux chiffres que l'on vient d'entendre? Est-ce que effectivement il y a embelli, selon vous? Non, 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 non. Soyons réalistes. Le marché marocain est un tout. Il regroupe toutes les régions du Maroc. Absolument. Les échos que nous avons, c'est que la reprise existe, mais elle est très timide et elle est loin d'être aux attentes des opérateurs, que ce soit en termes de transactions globales qu'au niveau des mises en chantier. Donc, si sur certains segments et dans certaines villes, il y a eu une reprise, parlons globalement sur le marché marocain, la reprise tant attendue n'est pas encore de mise. Il y a une timide reprise, mais elle est tout à fait insuffisante pour pouvoir rattraper le quasi-arrêt qui a caractérisé le secteur pendant plusieurs mois avec l'avènement de la Covid-19. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, il y a certains segments qui se démarquent? Est-ce que vous pensez que, notamment, je parle ici du social, par exemple, est-ce qu'il n'y a pas de tassement? Il y a eu donc concrétisation des actes qui avaient été initiés donc, au niveau du social avant donc la Covid. Et comme vous savez, donc, les conventions arrivent à échéance fin 2020
il y a un certain donc, engouement qui est aujourd'hui sur ce segment pour liquider donc, les stocks pour pouvoir donc, bénéficier donc, des bienfaits de cette convention et surtout des avantages qui ont été donnés dans le cadre de la LFR. Donc, c'est essentiellement, et dans certains grands programmes, dans certaines grandes villes, et il y a aussi une partie du haut standing aujourd'hui qui a bien fonctionné au mois d'août, fin juillet, août. Mais globalement, non. Nous allons revenir justement sur les différents segments, mais avant, donc, les mesures du gouvernement prises jusque-là sont-elles une réponse correcte à la crise que vit le secteur? Vous avez cité bien sûr les mesures qui ont été prises dans le cadre de la loi de finances rectificative. Que dire alors du PLF 2021, Amin Jal? Alors là, c'est la surprise pour nous. Hein. Donc nous, au niveau du PLF rectificatif donc de 2020, c'était des mesures d'urgence, donc c'était pour relancer, c'était pour redémarrer la machine, si on peut dire. On s'attendait que pour le PLF 2021, il y ait un plan de relance du secteur qui, soit dit en passant, est annoncé par le gouvernement depuis quelques mois. On n'en a pas encore vu la couleur. Par contre, au lieu de cela, donc on a appris que le ministère a engagé, en charge du secteur, a engagé une étude, encore une, d'optimisation administrative et fonctionnelle de son département. Comment on va interpréter ça? Il y a plein d'études qui sont faites au niveau du ministère. Le ministère de l'Habitat a dans ses tiroirs un nombre d'études, je peux vous assurer, très très intéressantes, qui ont été établies depuis des années et qui restent dans les tiroirs malheureusement, qui ne sont pas exploitées. Il y a des cadres de haut rang qui peuvent donc, il suffit de leur donner donc le moyen de s'exprimer pour qu'on puisse avancer dans ce secteur. Alors moi cette absence de plan de relance du secteur me turlupine, parce qu'aujourd'hui, comment on peut demander à un secteur d'être relancé sans une vision sur le futur? Aujourd'hui, jusqu'à maintenant, on n'a pas encore de plan de relance annoncé du secteur par le gouvernement. Alors que c'est un secteur, comme vous l'avez si bien dit tout à l'heure, qui contribue à hauteur de 7% du PIB, qui fait aujourd'hui travailler plus d'1 million d'emplois et qui consacre 30% des engagements bancaires. Au niveau de l'Alliance, on avait proposé, il y a un an, exactement en mai 2019, un plan de relance complet et avec des propositions de mesures sur tous les segments du secteur. En mai 2020, on est revenu pour proposer des mesures d'urgence pour relancer le secteur. Quelques mesures parmi les nombreuses que nous avons proposées ont été utilisées, mais nous, on est aujourd'hui en droit d'attendre, et les opérateurs aussi, d'une vision claire exprimée par le gouvernement pour relancer ce secteur qui est vital pour l'économie. Rappelons que notre communiqué de mai 2020 était intitulé « Sauvons les emplois et préservons les emplois du secteur ». Aujourd'hui, si on continue sur cette tendance, ce trend, ce secteur va commencer à péricliter. Il est déjà depuis un certain nombre d'années en déliquescence et nous allons commencer à perdre un grand nombre d'emplois sur ce secteur. Amin Jal, pourtant, le PLF 2021 compte 42 mesures en faveur du secteur de l'immobilier. Cela fait je parle de mesures fiscales, n'est-ce pas? Ce qui représente près du quart, si ce n'est 20% de l'ensemble des mesures incitatives qui ont été prévues dans ce PLF 2021. Donc, selon vous, cette baisse de 50% des droits d'enregistrement, par exemple, pour l'acquisition de locaux à usage d'habitation ou les terrains destinés au même usage, à moins de 2,5 millions de dirhams. Donc tout cela, toutes ces mesures-là ne sont pas, selon vous... Vous les avez retrouvées dans le PLF 2021, celle-là? Oui. Ce ne sont pas là, et ce ne sont pas une réponse, selon vous, aux doléances et recommandations des professionnels du secteur. Ce n'est pas assez. Non, ce n'est pas assez. Et ici, je vais aussi poser une question importante. Fin 2020, normalement, les conventions qui lient donc l'État aux entreprises dans le cadre des projets d'investissement dans le logement social arrivent à leur échéance. Exactement. Est-ce qu'elles sont reconduites ou pas?
est-ce qu'elles sont maintenues ou pas? Nous n'avons pas de réponse. Quand on lit les dépenses fiscales, Mais quand bien même on si elles trouve sont reconduites et qu'il n'y a pas de dérogation, Amine Jal, pour le moment, pour le social, donc elles ne serviraient à rien. justement, c'est là la question. Quand je lis la note de présentation du PLF 2021, il est bien spécifié qu'il y a une étude qui a été initiée par le ministère des Finances et la Banque mondiale qui a recommandé de réorienter cette aide vers l'acquéreur. Oui. Soit, quand est-ce qu'elle va sortir? Est-ce que vous trouvez normal que nous sommes à la fin d'une convention et que les opérateurs n'ont pas de vision sur ce qu'ils doivent faire l'année prochaine? C'est pas possible. On ne peut pas travailler comme ça pour un secteur qui fait travailler 1 million d'emplois. Moi, je crois qu'il y a aussi un autre aspect que je voudrais bien préciser ici à vos téléspectateurs et à l'opinion publique. Il va falloir un peu dégonfler la problématique des dépenses fiscales. Les dépenses fiscales, en grande partie, sont destinées aux acquéreurs pour leur permettre donc d'accéder au logement et par-delà pour améliorer leur pouvoir d'achat. Donc aujourd'hui, arrêtons à chaque fois de stigmatiser donc, le secteur de l'immobilier au niveau des dépenses fiscales. Je suis d'accord Vous au parlez des niveau promoteurs, promoteur. du coup. Voilà, c'est ça. Non, non, pour les promoteurs, je suis d'accord qu'on puisse discuter de ça. Et il y a des propositions dans ce sens. Mais par contre, pour les acquéreurs, faisons attention à ce que nous entendons ici et là, ce que nous lisons dans la presse ici ou là, pour stigmatiser systématiquement les dépenses fiscales liées au secteur de l'immobilier. Analysons-les en profondeur. Regardons quels apports ou quelles attentes elles n'ont pas satisfait. Et à partir de là, on décide de réduire ou de maintenir ces dépenses fiscales. Puisque vous parlez de ces acquéreurs, une simple question. Bien sûr, il y a ce programme des logements sociaux qui a commencé il y a quelques années maintenant, depuis 2006. Mais est-ce qu'on s'enquiert du taux de satisfaction de ces acquéreurs de logements sociaux? Je vais aller plus loin avec vous et parler d'un autre segment, celui destiné à la classe moyenne, une classe moyenne qui est en train de s'agrandir dans notre pays. Est-ce qu'il y a une réponse à cela? Tout cela, bien sûr, est-ce que ça ne devrait pas faire partie, selon vous, Amine Jal, des priorités dans cette nouvelle politique de l'habitat au Maroc pour répondre à ces besoins? Il y a un besoin dans ce segment-là de la population. Bien évidemment qu'il y a un segment. Vous savez qu'aujourd'hui, le Marocain, qu'est-ce qu'il demande? C'est simple. Il demande d'avoir un logement qui soit disponible, qui soit abordable, à un prix qui soit accessible, avec les commodités les plus, j'allais dire, primaires aujourd'hui. Au niveau de la classe moyenne, nous avions fait des propositions il y a 1 an, puisque jusqu'à aujourd'hui, on attend toujours cette annonce qu'on a souvent entendue au niveau du ministère et du gouvernement, comme quoi un produit de la classe moyenne est en train d'être préparé. Moi, la question que je pose, jusqu'à quand on va continuer à avoir des déclarations d'intention et ne pas avoir des choses concrètes en face? Aujourd'hui, la classe moyenne, comme vous le savez, elle recherche des logements qui soient pas loin de leur lieu de travail ou qui est un moyen de transport qui puisse permettre d'accéder au lieu de travail le plus rapidement possible. Et il faut qu'il y ait les commodités nécessaires qui ne soient pas loin. Et oui, mais le foncier est cher dans ces zones-là. Rapidement, pour terminer. Il y a des solutions dans ce sillage-là, en mobilisant aujourd'hui du foncier public qui existe dans les centres-villes. Et il y a aussi donc des solutions dans les périphéries urbaines. On assure d'abord le transport, qu'on assure les commodités principales avant de lancer des programmes immobiliers. Il est impensable d'autoriser des logements, des grands projets immobiliers, alors qu'on n'a pas prévu, qu'on n'a pas budgété. Je parle, quand on dit budgété, c'est non seulement l'immobilier, mais aussi les personnes qui vont y travailler, les hôpitaux, l'école, les commissariats, l'administration, etc. Très bien. Merci beaucoup. En tout cas, Amine Jal, vice-président de l'Alliance des économistes istiqlaliens, d'avoir répondu aux questions de Médien TV. Merci. Merci à vous. Passons à présent à la seconde partie de Questions Éco.
C'est l'acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses de l'État pour une année civile, constituée de l'ensemble des comptes qui décrivent toutes les ressources et toutes les charges de l'État et ses ministères. Il s'agit bien sûr du PLF et ce fameux projet de loi de finances 2021 il a prévu un budget de plus de 102 milliards de dirhams. Al Abnani, les détails. Le solde du budget de l'État au titre de l'année 2021 est exactement de 102 milliards 119 millions 386 000 dirhams selon la note de présentation du projet de loi de finances 2021. Cette note fait ressortir que les besoins résiduels de financement de la loi de finances s'élèvent à plus de 43,90 milliards de dirhams en baisse de 4,35% par rapport à l'année 2020. S'agissant des charges du budget de l'État, elles dépassent 476 milliards de dirhams en 2021 contre 507 milliards de dirhams en 2020, soit une diminution de 6,2%, fait savoir la même source. Pour ce qui est des ressources, elles se chiffrent à plus de 432 milliards en 2021 contre 461 milliards en 2020, soit une baisse de plus de 6%. Il est à souligner que la plus grande part des recettes provient des impôts, taxes et droits de douane et les recettes d'emprunt, alors que les dépenses sont principalement consacrées au salaire des fonctionnaires, les dépenses des comptes spéciaux du Trésor et les investissements. Et nous accueillons depuis Rabat le professeur Mohamed Bousta, professeur des universités, consultant international et ancien doyen de la faculté de droit et d'économie de Kenitra. Bonsoir professeur Bousta. Bonsoir madame et je vous remercie pour votre invitation. Merci à vous de l'accepter. Selon vous, ce PLF apporte-t-il les changements nécessaires tant au niveau des recettes que des dépenses publiques pour répondre aux urgences entraînées par la crise Covid-19 ? Je pense que ce projet de loi de finances 2021 essaye au moins donc d'apporter un certain nombre d'éléments qui peuvent donc justement nous permettre de dépasser donc toutes les conséquences et tous les défis qui nous sont imposés par la pandémie de la Covid-19. Bon, on parle beaucoup. Allez-y, je vous en prie, monsieur Bousta. Justement, je voudrais surtout ici, pour mieux comprendre cette question, je pense qu'il faudrait insister sur le contexte dans lequel a été élaboré, va être exécuté donc ce projet de loi de finances 1921 qui est marqué par des indicateurs socio-économiques alarmants, aussi bien au niveau, par exemple, du taux de croissance pour l'année 2020 qui va être très négatif, qui va osciller entre 5 et 8%, du déficit budgétaire qui va se situe aux alentours de 7,5%, du taux de chômage qui a augmenté ces dernières semaines, ces derniers mois, de pratiquement d'un peu plus de 8% jusqu'à plus de 12% actuellement. Donc il faut situer donc, ce projet dans ce contexte pour essayer de comprendre un peu sa structure et ses composantes et les principales mesures qui ont été apportées par ce projet. Très bien. Alors, dans ce même projet de loi de finances, il y a bien sûr cette question de la dette. Quelles seraient, selon vous, les conséquences d'un endettement massif du Maroc et comment bien cibler les dépenses de cette dette ? Je pense que avec la pandémie, c'est tout à fait naturel, c'est tout à fait normal que les recettes fiscales et les recettes courantes de manière générale de l'État vont baisser, vont connaître une baisse très significative. Et de l'autre côté, les dépenses de l'État, aussi bien de fonctionnement que d'investissement, pour relancer l'économie, pour justement généraliser la couverture sociale, etc., vont connaître des augmentations assez importantes et par conséquent, ça va se traduire par un déficit qui va donc dépasser les 43 milliards de dirhams qui étaient prévus. Par conséquent, il faut assurer le financement de ces déficits et actuellement, le seul moyen pour assurer ce financement, c'est le recours à l'endettement. Certes, on a commencé à s'endetter de manière un peu plus importante au niveau de la dernière loi de finances rectificative donc de 2020 et encore plus au niveau donc de ce projet de loi de finances 2021. Et les conséquences de l'endettement sont très connues. La première chose, c'est bien entendu l'augmentation des charges de la dette.
aussi bien au niveau des intérêts que de l'amortissement. Le deuxième problème, par exemple, au niveau, et c'est très important, et parfois on le sous-estime, mais à mon sens, il est très important au niveau donc, de l'effet d'éviction que peut engendrer l'endettement intérieur par rapport aux entreprises privées, par rapport à l'économie privée de manière générale, parce que le Trésor accapare de plus en plus de moyens de financement au détriment de l'entreprise privée et au détriment du secteur privé. Et donc, on peut rentrer dans un processus cumulatif de charges très importantes et qui peuvent grever donc les budgets ultérieurs de charges considérables. Et comme on dit d'ailleurs, c'est tout à fait simple, que la dette, c'est l'impôt futur, en quelque sorte. Donc, on ne peut pas rembourser les dettes que par des impôts. Alors justement, quelles sont les mesures, professeur Boustat, quelles sont les mesures d'optimisation fiscale que vous préconisez? Bon, il y a déjà, moi, je pense qu'on a déjà une feuille de route dans ce sens-là, à travers donc, toutes les recommandations qui ont été faites au niveau des assises de la fiscalité, qui certainement, si on accélère leur mise en œuvre, on peut optimiser de manière importante on peut optimiser de manière importante les recettes fiscales qui restent malgré tout la recette. Quelques exemples concrets, professeur Boustat. D'abord, il y a par exemple le problème de déséquilibre à l'intérieur des recettes de l'impôt sur le revenu. Ça, c'est un problème extrêmement important, puisqu'on retrouve à peu près bon an, mal an, 70 à 80% des recettes de l'IR proviennent des salariés. Absolument. Donc, il faut rééquilibrer, dans une certaine mesure, cette structure des recettes de l'IR, je dirais au profit, au détriment, comme vous voulez, donc au profit, au détriment des professionnels, des contribuables qui concernent les revenus professionnels. Il y a aussi, par exemple, la question des dépenses fiscales qui se pose, qui est très importante. Certes, on a diminué dans une certaine mesure donc, le montant de ces dépenses fiscales qui était de l'ordre de 34 milliards de dirhams il y a quelques années à un peu plus de 28 milliards dans le projet de 2021, mais elle reste encore très importante et je pense que c'est pas pour moi, je pense que ce n'est pas le montant en lui-même qui est très important, qui pose problème, mais c'est plus la question de l'évaluation de leur effet, de leur impact qui est essentiel. Parce qu'on n'a jamais évalué l'impact de ces mesures fiscales. Notamment, vous parlez de l'immobilier, et c'est un cas très important sur lequel il faut, je pense, mesurer l'impact de ces dépenses fiscales qui sont énormes, ces 28 milliards de dirhams. Absolument, absolument. Professeur Boustat, la Cour des comptes a noté des manquements dans son rapport sur l'exécution du budget de l'année 2019. Le niveau d'exécution des dépenses d'investissement, je cite là le rapport de la Cour des comptes, reste modeste, même s'il affiche un taux d'émission de 86% et de réalisation à hauteur de 78%. Des explications, professeur Boustat, par rapport à cette exécution du budget. Pourquoi aujourd'hui il y a encore des manquements là-dessus, et notamment par rapport à cette question très importante du reporting? Justement, parce que je commencerai par dire que si on prend par exemple, je partirai du chiffre du projet de loi de finances 2021 concernant l'investissement public, qui est colossal, qui est de 230 milliards de dirhams. Mais le problème justement de cet investissement, à mon sens, il y a deux problèmes. Il y a justement ce problème de la réalisation, de l'effectivité donc des prévisions qui sont prévues dans la loi de finances, et le problème aussi de l'efficacité et du rendement de l'efficience de l'investissement public. Parce que ce n'est pas une question de montant, de volume de l'investissement, mais surtout d'impact et d'effet de cet investissement important. C'est vrai que au niveau de l'investissement public, le problème, c'est plus un problème de procédure, un problème de longueur des procédures qui est aussi un problème je dirais, véritablement de commencement, ce que je pourrais appeler de commencement
de l'exécution du budget de l'État de manière générale et surtout de l'investissement. Et la plupart des cas, c'est à partir du deuxième, même du troisième trimestre qu'on commence à exécuter les dépenses d'investissement de l'État. Or, le processus d'exécution nécessite plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et parfois, on fait des appels d'offres, et devient infructueux, etc. Et donc, ce qui fait que, et d'autant plus que le problème, c'est que avant, on pouvait faire des reports jusqu'à la fin du premier semestre de l'année suivante. Actuellement, c'est prévu dans le projet actuel de 2021, ce qui va poser encore plus de problèmes, que le report s'arrête, il n'y aura plus de report. C'est-à-dire que l'exécution, la réalisation de l'investissement public doit être faite au 31 décembre de l'année en question. Oui, et justement, l'une des problématiques à laquelle devrait répondre aussi cette fameuse réforme de l'administration publique et des établissements publics. En tout cas, merci beaucoup, professeur Mohamed Bousta, d'avoir répondu aux questions de Médien TV. Merci. Merci. Voilà, c'est la fin de Questions Écho. Je vous souhaite une excellente soirée à toutes et à tous.